Bienvenue à toi sur le bonus de C'est quoi ta ref, épisode consacré à la culture radio. Pour ce premier bonus, notre invité est comédien, humoriste, animateur radio et même maître de cérémonie. Si vous ne voyez toujours pas de qui je parle, il n'y a pas beaucoup de Belges qui crient tous les soirs de la semaine « Par Jupiter » sur France Inter. Pendant près d'1h30, nous allons aborder ses premiers souvenirs radio, ce que représente l'humour pour lui, ses doutes, ses succès et bien évidemment, ses refs. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Ah, si, je vais répondre à un truc, mais ça va être une catastrophe parce que c'est mes concurrents aujourd'hui, c'est les grosses têtes. Vraiment, sans hésiter. C'est-à-dire que en Belgique, normalement, les gens écoutent les radios belges. Et il y a une petite minorité qui, à l'époque, écoutait en longues ondes des radios françaises, dont faisait partie mon père, qui écoutait RTL longues ondes, donc 234, je crois, à l'époque. Je le vois vraiment bien écrit sur la boîte radio de la voiture, quoi. Et c'était les grosses têtes, époque Philippe Bouvard. Et ouais. Et en l'occurrence, alors ça a évolué. Laurent Ruquier a fait un bon mix, c'est-à-dire entre ce qu'il était lui et ce que les grosses têtes étaient. Mais même avant l'arrivée de Ruquier, il y avait déjà un petit quelque chose qui s'était un peu étiolé, qui s'était perdu, qui était les grands référents culturels. Et moi, quand j'étais gosse, il y avait Jean Dutour, il y avait Robert Sabatier, il y avait évidemment, qui sont des drôlistes, mais qui sont des poids lourds de culture, c'était Jacques Martin et Jean-Yann. Et puis les mecs qui faisaient les cons autour, qui étaient Sim, Philippe Castelli, je cite que des mecs, et c'est marrant parce qu'il y a assez peu de filles. Guy Montagnier qui racontait des blagues. Et moi en tant que gosse, j'aimais bien parce que je comprenais, quoi. Parce que comme il y avait pas mal de rêves quand il parlait de tel auteur français ou qui riait sur telle citation, je comprenais pas tout, mais ça rentrait. C'est dur de comprendre. C'est-à-dire qui est Alphonse Allais, qui est Jules Renard, qui est Francis Blanche. Après on découvre, mais c'est marrant. Et il y avait des citations, je pense, de Shakespeare, de Churchill. Enfin, ça faisait un peu de culture. Et puis donc souvent ils se retournaient vers les deux académiciens, Sabatier et Dutour. Alors qui c'est exactement? Et l'autre ils expliquaient. Donc je trouvais vraiment un bon mix entre culture et drôlerie. Et Guy Montagnier racontait des blagues un peu à la con que je pouvais raconter dans mes cours de récréation. Et là je vous dis ça, j'avais entre 10 et 14, quoi. Donc vraiment des trucs de gosse. Et il faut quand même dire qu'il y avait des filles. Il y avait Aucun rire n'est admis, Amanda Lear. Bien sûr, on ne sait pas et on ne veut pas le savoir. Et non, elle est formidable, tellement drôle d'ailleurs. Il y avait Macha Merrill et il y avait Isabelle Mergo qui servait un petit peu, ouais, et sans doute certains sont toujours là aujourd'hui, et qui servait un petit peu quand même de représentant des filles, alors que normalement il doit y en avoir une sur deux. Mais bon, après c'était cette époque-là et c'est notre époque, ouais. Et donc oui, si je dois citer une rêve, c'est ma rêve. Et c'était le premier souvenir radio? Ouais, dans la voiture. Et c'est là à quel point il y a vraiment deux équipes et on l'a senti avec le confinement. On a perdu des auditeurs parce qu'en fait, t'as des gens qui le matin se réveillent et allument la radio chez eux, bon, pour le petit-déj, mais souvent après c'est la télé. Il y a des gens qui n'allument jamais la radio chez eux. Et la radio, c'est vraiment le produit de voiture, de déplacement. Donc, effectivement, de facto, on a perdu des gens. En plus, vous êtes à une horaire où c'est à 17h, c'est quand les gens y rentrent du travail. Super pour la bagnole, parce que si vous voulez, les gens ils vont chercher leur gosse à l'école, souvent il y a des gens qui me disent, parfois ils viennent me voir avec leur gamin de 10-12 ans au spectacle, je trouve un peu jeune. Elle me dit ouais mais bon, on l'écoute dans la voiture, ils vous entendent rigoler, et en fait ils rigolent, et dit est-ce qu'on peut écouter les foufous, et je trouve ça vraiment hyper sympa, et donc je dis mais
faites attention, il va finir de gauche cet enfant. Et elle me dit ouais, je sais, c'est de ma faute. Les parents s'excusent, mais donc c'est assez marrant parce que ce qui était cette rêve, moi j'entendais les gens rire aux grosses têtes et Bouvard faire et bah aujourd'hui c'est moi le rire et c'est des gosses qui, donc ça c'est quand même assez touchant et chouette. Bon, c'est juste que c'est dans l'autre radio, c'est la radio d'en face, mais y a pas de problème. Est-ce que la boucle a été bouclée? T'as été invité en invité mystère notamment aux grosses têtes? En invité mystère, je suis allé. Ah, trop bien. Ça a dû content. être quand même quelque chose du coup, non? Ouais, c'était marrant, ouais. C'était sympa. Bah, le fameux studio que je connaissais pas. Alors ils sont plus. Ils ont changé. Ouais. Exactement. Mais donc ouais, c'était rigolo pour moi. Et moi, si tu veux, je sais qu'à l'intérieur, il y a parfois un petit snobisme sur les radios privées. Moi, j'ai aucunement ça parce que je sais que je suis produit de là, je les ai écoutés. Je mesure la chance qu'on a de pas avoir de publicité sur nos radios parce qu'on peut parler 1 heure et la difficulté que ça doit être pour les radios privées aussi de devoir quand même mettre des pubs et quand même faire des émissions qui attirent les gens, et RTL fait un super boulot. Donc voilà, c'est complémentaire. Après, voilà, si je dois vraiment analyser la sociologie des choses, je crois que l'auditeur d'Inter achète plus facilement des places de spectacle. Du coup, pour nous, c'est plus efficace de faire des blagues sur Inter, même si on est moins bien payé. J'ai pas toutes les infos, mais il semblerait quand même qu'elle soit beaucoup mieux payée. Mais c'est pas grave, et du tout d'ailleurs. Et puis on est c'est vraiment un chouette vivier. On est entre potes aussi, prennent des risques de mettre des jeunes inconnus. Je pense que toute cette bande, si elle était arrivée sur RTL, on serait pas tous arrivés en même temps. Et ça aurait été partout, je suis même pas sûr. Il fallait être connu par ailleurs, ce qui est encore le cas aux grosses têtes. Tu peux pas débarquer comme ça de nulle part. France Inter, parfois, il donne la parole à quelqu'un qui est vraiment inconnu au bataillon, quoi. Donc tout ça, je trouve ça assez chouette. Et donc voilà, c'est quand même la grande force des grosses têtes, c'est d'être un peu la référence à pas mal d'âge, parce que tu vois, moi aussi pour le coup, c'est vraiment ma référence aussi. C'est quoi ta génération, toi? Moi j'ai 30 ans. Ouais, et donc c'était qui? C'était 90, moi c'est fin Bouvard. De Kersozon? Ouais, exactement, de Kersozon, Bernard Mabie. Ouais. Comment il s'appelle, celui qui a les lunettes là Perroni. Exactement, Jean-Jacques Perroni. Et c'est c'est cette fin de génération là, et la nouvelle d'aujourd'hui. Je suis la génération après toi, et pareil, parce que c'est les parents qui écoutent ça dans la voiture. Bien sûr. Donc c'est pas nous qui choisissons. Ta génération, toi c'est Cordula, Moi quand on a perdu un petit peu quand même, sans vouloir. Quand j'entends les grosses têtes, j'ai l'odeur de la cigarette dans la voiture. Moi, c'est le numéro d'ailleurs, je t'ai dit le numéro sans réfléchir. Je pense que le jour où j'ai Alzheimer, je peux encore mettre RTL en longues ondes parce qu'on se souvient des plus vieux trucs. Donc, oui, bien sûr que c'est ça. Et c'est vrai qu'ils y ont peut-être, mais je te dis, peut-être il n'y a plus de grands référents. Je crois qu'Eric Orsena l'a fait de temps en temps. Tu vois, mais c'est ce genre de gens-là qu'il faudrait, tu vois, pour, je pense, que l'émission soit et le flair de ce qu'elle avait quand moi je l'ai connue, mais peut-être les gens ne voudraient plus écouter ça. Donc récemment ils ont mis aussi dans les grosses têtes, dans l'équipe, Paul Elkarmat, tu sais, le mec qui a été tout à fait. hyper fort aux 12 coups de midi pendant des années. Du coup c'est un peu, j'ai envie de dire, alors lui c'est pas du tout un académicien ou quoi que ce soit, mais quand même c'est un mec qui a un puits de culture de fou. C'est le nouvel un peu génération. C'est Wikipédia. C'est ça. C'est Wikipédia, exactement. Bon, si on parle de la radio un peu plus largement, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu aimes dans ce média en fait particulièrement? Si tu l'aimes. Il y a des chances que là, oui. Ça va clore le podcast. Non. Bon, merci. Alors figure-toi que j'en étais pas un consommateur fou. À part justement la voiture et chez moi à la maison, si, alors il y a une rêve que j'ai quand même, que j'écoutais sous mon lit le soir, qui était Doké Diffoul sur Fun Radio. Je suis désolé de vous mettre un peu un coup de... Enfin, de me mettre un coup de... Je l'ai. Donc c'était... Diffoul, il est encore là. Ouais, et c'était deux gars. Doc, c'était donc le médecin, Diffoul, l'animateur. Et donc, il répondait à des questions sexo, je crois, de 20h à 22h sur Fun Radio. Et franchement, ça, j'écoutais dans mon lit avant de m'endormir. Août 92, Fun Radio invente Love in Fun pour vous donner la parole. Oui, bonjour Doc, bonjour Diffoul. 3 mois plus tard, Love in Fun devient, grâce à vous, l'émission la plus écoutée de France. Aujourd'hui, rien n'a changé et vous êtes chaque soir de plus en plus nombreux à appeler Love in Fun. Il y a forcément une raison. Love in Fun, tous les soirs à 18h45 sur Fun Radio. Émission libre. On a 3 générations différentes. On a un peu tous vécu la même chose j'écoute via les parents. Et le soir, c'est la radio libre un peu interdit où on se cache aussi. Exact, voilà. C'est marrant que ça se perpétue, quoi. Et la matinale dans la voiture aussi. Là, c'était pour moi Belle RTL, c'est donc l'RTL Belgique.
mes parents écoutaient et c'était de l'info. Et donc effectivement, en fin d'info, c'était le début aussi des chroniques d'humour. En Belgique, c'est André Lamy qui faisait l'équivalent de Laurent Gérard. Votez pour moi avec Dubuis et Lamy. Bonjour, bonsoir, c'est Voté pour moi, l'émission très en retard. Eh bien voilà, c'est foutu, hein. On avait une petite chance d'avoir une femme Premier ministre, c'est raté. Marianne Thyssen a donc démissionné hier de la présidence du CDNV. Bonjour monsieur Dubus. Bonjour monsieur Terme, ça a l'air de vous réjouir, dites donc. Non, hein. Vous savez, ma collègue, madame Thyssen, est fatiguée. Hein. Ouais. Elle a des varices œsophagiennes. Hein. Elle a décidé de se consacrer son temps à son élevage de hamster. Hein. Elle a un élevage de hamsters. En fait, j'en sais rien, mais si c'est pas le cas, eh bien, elle devrait. Hein. Dites donc, c'est pas l'ambiance. Imitant des politiciens belges et des gens de l'actu pour faire une petite capsule de 7-8 minutes en fin de journal, quoi. Et donc là, effectivement, l'humour commence à investir ces cases-là. J'ai découvert après, en arrivant à Paris, les Stéphane Guillon, je lui ai déjà dit à Thomas VDB qu'avec Ben, c'était les deux dont je regardais les premières vidéos qui étaient dans le Fou du Roi. Ouais. Et ouais, exactement. Et là, c'était des équipes d'humoristes. Et j'avais envie de faire ce métier. Je savais pas par où, mais j'avais envie d'écrire des blagues. Et je les écoutais, quoi. Et Thomas VDB, il y a des chroniques. J'ai reparlé de ces chroniques. Ça fait, je fais un peu le con de fan. Et donc, je trouvais qu'il n'était pas bien exploité dans certaines émissions parce que souvent, les maîtres loyaux de ces émissions ne comprenaient pas son humour, ne comprenaient pas pourquoi il était marrant. Et maintenant, à Jupiter, je crois, il est de nouveau très content. Enfin, ça fait maintenant 7-8 ans, mais il y a eu cette période entre Berne où je pense que les gens pigeaient pas toujours son délire. Je pense à Frédéric Lopez, que j'aime beaucoup, qui était le premier mec qui m'a mis le pied à l'étrier, mais je crois qu'il ne comprenait pas bien le décalage de Thomas. Pourquoi ils font rire Exactement, mais c'est ça aussi. Hein. J'ai eu ça, moi, avec des nouveaux humoristes, je le dis de temps en temps, mais quand Fraissinet est arrivé, sa façon de faire, je me suis dit, bon, c'est pas comme moi, et en même temps, je vois que les gens rient, et après, j'ai appris à apprécier le flow du gars. Tu apprends à apprécier ou tu cherches à comprendre ce qui fait rire ? Un peu les deux, mais non, du coup, j'ai appris à apprécier. Après aussi, je pense que lui-même me dirait qu'il a progressé entre sa première chronique et aujourd'hui, il fait ça comme nous tous, tu vois. Et ça, c'est super que des gens nous donnent cette chance-là. Mouloud pour lui, moi, c'était Lopez à France Inter, et d'autres après. Mais... On parlait justement de tes premiers pas à la radio. Tu te souviens de ton premier passage radio ? T'as le souvenir ou pas ? La première fois ou... Ah si, très bien. C'était sur Bel RTL en Belgique, et il y avait un concours ça s'appelait Radio Academy. Et donc il y avait une douzaine de gens qui avaient envie de faire ce métier, qui pendant tout l'été faisaient un espèce de championnat. Et j'arrive en finale. Je suis assez content. Et c'était une émission, c'était une chronique. Il y avait différents exercices. C'était la nouvelle star de la radio. Si tu veux, c'était quand même, c'était bon esprit. Hein, franchement, je suis pas sûr que ça faisait des énormes audiences, mais ça leur permettait de peut-être aussi renouveler un petit peu, d'avoir faire venir des gens, des nouvelles voix, des machins. Et puis voilà, ça faisait un peu concours. Les gens aiment bien ça. Et j'arrive en finale, et en finale, effectivement, tu as tes 3 minutes à toi, et contre la fille. Qui était en finale contre moi, qui avait ses 3 minutes à elle. Et elle décide, car c'est l'été, de nous proposer une belle recette ensoleillée à faire pour manger dehors, dans son jardin. Et elle fait une recette. Bon, voilà, très radio ce dimanche après-midi, quoi. Et moi, je me dis, bon, on va faire des blagues, quoi, tu vois. Et donc, je fais... Là, il y a une victoire qui se savoure, là. Non, il y a une énorme défaite, mais pour des bonnes raisons. Donc, je fais une chronique sur la mort de Ted Kennedy. Autre ambiance. C'est-à-dire qu'il était décédé la veille, et décédé de mort naturelle à 78 ans, ou que sais-je. Je dis, pour un Kennedy, c'est quand même une mort pas ouf. Franchement, il y en a qui prennent des arbres, il y en a qui prennent des balles. La mafia, tout ça, et l'autre, c'est passé à travers. Une pauvre mort, vraiment la honte de la famille, quoi. Et je fais 3 minutes de ça, franchement, dans un silence mortifère de gens qui me regardent. Et il me laisse terminer, tu vois. Et puis le présentateur, un peu inquiet, dit, maintenant la pub. Et puis il me regarde, il me fait, mais on fait pas ça sur RTL. Et je dis, mais c'était pas marrant. Il dit, mais c'est pas la question.
Je dis, pardon. Et donc j'ai perdu. Et c'est une recette J'ai perdu. Donc il faut jambon C'est une recette de cuisine, mon pote. Cette phrase Camoulox, finale radio, recette contre la mort de Kennedy. Mais, du coup, j'avais fait quand même ce qui fait qu'aujourd'hui je travaille. Je ne sais pas si l'autre vend des recettes ou est sur une chaîne culinaire. C'est Hélène Darroze finalement. Mais donc je trouvais ça assez marrant. Donc du coup je me suis dit mais en fait fais ce que tu as envie de faire et c'était plutôt marrant. Alors évidemment j'étais un peu triste d'avoir perdu mais... Ça t'a fait un déclic? Je me suis dit tu sais quoi, elle était bien en fait. Et franchement qui sont ces mecs pour me dire que j'ai pas le droit et voilà. Donc je m'en voulais pas. Et c'est marrant, il y a une dame qui s'appelle Barbara Mertens, à qui je rends hommage parce qu'elle est décédée cette année, qui dirigeait l'info sur cette chaîne et qui m'avait entendu dire parmi le concours que j'aimais bien le sport. Et elle m'a dit on cherche des gens pour aller sur les matchs de foot, parfois le week-end. Tu installes ton truc, ton codec, et puis on t'appelle pendant les journaux, et puis à la fin tu fais le résumé. Et je dis j'adore, super, on y va. Et donc j'ai commandé des matchs de championnat Belgique, fan de foot, fan d'Anderlecht, non, c'est ça? Fan d'Anderlecht. Qui a perdu ce week-end, c'est ça? Qui a perdu contre Gand. Très malheureux. Donc on sort du top 4 et c'est pas bon parce que en Belgique, c'est les 4 premiers qui jouent un play-off. Donc il faudrait qu'on récupère. Il reste encore quelques matchs. C'est pas perdu. Tu sais, je suis lyonnais, moi je vais très très mal en ce moment. Et je comprends. Hier j'étais à Bordeaux et je suis allé voir les Bordelais. Alors, c'est compliqué. C'est compliqué. Ils étaient tristes. T'avais le mal du pays, c'est pour ça que. J'étais là, je jouais le soir et puis j'étais là pour autre chose. Et puis Patrick Battiston. Je raconte ma vie que j'ai interviewé pour. Je peux pas vous dire ça, mais un chouette truc qui arrive. Trop bien. Et ouais, un projet foot. Et il me dit si t'es là, viens voir le match. Je dis trop bien quoi. Alors j'ai acheté les chartes de Bordeaux. Je me suis dit ça y va, ils sont derniers, ils ont besoin de points. Et ils ont perdu. Ouais, terrible. Et ils ont été à 9 contre 11 pendant. Mais j'ai vu. Ils sont incapables de rien. 65 minutes. Donc vraiment, il y avait peut-être moyen d'en placer au moins. T'aimais bien cet exercice de commenter les matchs? J'aimais beaucoup, et puis ça t'apprend si tu veux. Au début, t'écris toutes tes interventions, presque tu lis, et puis tu commences à dire si je mets des mots, ça suffira, et puis après tu commences à. En fait, moi je compare mon métier et à la radio et sur scène à pilote d'avion. C'est-à-dire qu'à un moment, tu sais faire ou tu sais pas faire. Voilà, là je vous vois parler dans les micros, vous savez faire. À un moment, ce qui va faire la différence, c'est les heures de vol. C'est-à-dire que plus t'as d'heures de vol, c'est con, hein, tu tiens ton volant et tu vas tout droit. Mais plus t'as d'heures de vol, plus à un moment, s'il arrive une connerie, tu vas savoir la gérer. Parce que t'auras vécu d'autres situations, parce que t'auras de l'expérience, des choses. Sur scène, c'est pareil. Le premier mec qui intervient dans le public pendant que tu causes, tu fais oh merde. Et maintenant, en fait, c'est peut-être parfois les meilleurs moments du spectacle parce que je parviens à en faire quelque chose de chouette et les gens se disent putain, il est fort. Déjà, au début, c'est ton angoisse. Et après, tu parviens à en jouer. Pareil en radio, un mec qui répond à un truc à moitié fasciste au micro, première fois, tu te dis putain, est-ce que je dois l'interrompre? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on envoie la pub? Il n'y a pas de pub. Ouais, tu vois. Mais en plus, il n'y a pas de pub. Donc, t'es obligé de la laisser dérouler. Et donc, maintenant, j'arrive un tout petit peu à gérer ça, quoi. Et donc, les heures de vol, je les ai appris. Là, le foot, c'était super. Et puis, petit à petit, la radio belge fait une émission là, sur le service public. Ils veulent renouveler leur cheptel d'humour. Et ils font une émission du dimanche matin qui s'appelle Les Enfants de Cœur, qui est aujourd'hui une référence en Belgique. Mais là, c'était tout nouveau. C'était créé avec 4 nouveaux humoristes qu'on avait vu un petit peu sur scène. Je faisais partie des 4. Et on commence. Et les audiences radio, elles sont quand même. Elles arrivent tous les 3 mois, quoi. En France, c'est tous les 2. En Belgique, tous les 3 ou 4. Et donc je croise le directeur de la chaîne après 2-3 mois et je dis ça, vous aimez bien? Il me dit oui, j'aime bien, j'écoute, hein, mais je pense que peut-être vous n'êtes pas sur la bonne antenne. Je dis ah bon? Il me dit non, Vivacité c'est l'équivalent de France Bleu. Je dis c'est très populaire. Bon, je me demande si faudrait pas envisager de vous mettre sur l'équivalent du Move. Donc en Belgique ça s'appelait Pure FM. Et je dis comme vous voulez. On recevait effectivement pas mal d'insultes, mais on en jouait. On les diffusait à la radio, on avait mis un répondeur, les gens pouvaient nous insulter sur le répondeur, c'était très sympa. Et en fait, les audiences sont arrivées et carton. C'est vrai. Donc il nous a dit en fait on va pas vous changer du tout. Et on n'a plus été emmerdés pendant cette année où j'ai fait ça. Et pendant ce temps-là, à ce moment-là, j'ai commencé un peu la radio en France. Et quand je suis arrivé ici et qu'ils ont renouvelé tous leurs comiques sur Inter,
c'était Frédéric Lopez qui était un peu en charge de ça, avec le directeur de l'antenne aujourd'hui, Yann Chouquet, qui était son bras droit, et après petit à petit il s'est élargi son importance sur la chaîne, et on est resté un petit peu aussi ces ingrédients, on va dire, ces épices un peu partout dans les émissions et dans la grille. Et à l'époque, j'avais d'avance sur mes petits camarades comiques que j'avais déjà été devant un micro assez longtemps. Oui, les autres, des heures de vol. Ouais, j'avais un peu d'heures de vol. Les autres venaient de la scène. Moi, j'avais déjà vécu 2-3 trucs. Donc voilà. Est-ce que tu as vu la radio un moyen de faire de l'humour, ou c'est que tu te dis j'aimerais bien faire de la radio? Non, moyen de faire de l'humour. C'était mon producteur de l'époque qui disait il faut penser 360. Cette phrase a marqué. Pas con. C'était pas con. Ouais. C'est-à-dire, effectivement, la radio amène des gens dans la salle te fait découvrir par les gens de radio, peut-être la télé, peut-être d'autres. Et effectivement, il a pas tort, parce que aujourd'hui, beaucoup d'humoristes sont un peu, tu sais pas où les retrouver, et hop, ils font un film, hop, ils font autre chose. Et moi, j'aime bien ce côté protéiforme. Et la radio reste quand même le socle, hein, parce que je sais que aujourd'hui, si on me demande d'aller faire conteur avec un orchestre symphonique pour un truc, si on me demande de parfois venir de présenter les Molières, si on me demande, je remercie. C'est aussi parce que je suis sur Inter qui me donne une visibilité et aussi une légitimité, et c'est chic, quoi. Donc après, je leur rends, si tu veux. On m'a déjà expliqué, Inter m'a dit si un jour tu veux partir, la radio t'a donné, mais t'as donné à la radio, donc c'est ok, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Y a pas de, sauf si tu nous chies dans la bouche, mais c'est pas prévu. C'est peu de chance que ça arrive, c'est clair. Oh, tu sais jamais, mais voilà. Donc effectivement, il y a ça, et je sais que ce socle de France Inter, moi j'ai envie de le garder. J'aime beaucoup cette chaîne. Après, j'ai toujours l'oreille tendue quand on m'appelle, quand d'autres radios m'appellent, je vais prendre un café, je discute. Moi, l'idée de connaître les autres, faut jamais insulter l'avenir non plus. Non, c'est vrai, tu as raison, c'est clair. Ouais, ce que tu dis sur le moyen de faire de l'humour, c'est toujours le cas aujourd'hui, en fait, quand on regarde, parce que tu prends la nouvelle génération. Je vois Paul Mirabel, par exemple, qui est sur Inter aussi, chez Nagui, et pareil, à la base, lui, c'est la scène. Et je pense que dans sa tête, il s'est fait à peu près la même réflexion que toi, du style, il faut trouver aussi un autre moyen de faire diffuser ma patte, parce qu'on parlait de Fraissinet tout à l'heure, lui, pour le coup aussi, il a une espèce de patte. J'aurais pu l'ajouter, mais Paul, j'ai plus vite compris, c'est-à-dire son rythme et sa façon de faire et ses thématiques, et je trouve que il a bien eu raison d'accepter, parce que il a été très connu très tôt sur un seul sketch. Exactement. Alors qu'il avait d'autres en boutique et tout ça, mais donc ça lui permettait de se créer du matériel, de s'obliger à écrire pour un public, hein, quand même. Il est écouté sans doute par 1 million de gens à l'heure où il passe, donc et un public différent. Et un public différent. C'est-à-dire que ma mère a pu le découvrir alors que c'est pas sûr qu'elle l'aurait découvert par ailleurs. Paul Mirabel. Où ça? C'est monsieur là. Bonjour Nagui, bonjour Léla, bonjour Daniel, bonjour tout le monde va bien aujourd'hui? Oui, tellement. Écoutez, moi aussi, ça va. Comme vous le savez, je suis en tournée internationale avec mon spectacle en ce moment. Récemment, j'étais vers Poitiers, pas très loin de Dubaï, et demain, je pars à Bordeaux dans le Massachusetts. Je pensais d'ailleurs qu'être en tournée, ça signifiait se déplacer en tourbus, et figurez-vous qu'en fait, je me déplace surtout en train-bus, ce qui consiste essentiellement à prendre le train puis le bus. Ouais. Donc c'est un bon calcul. Elle est assez peu TikTok. Il faudrait que je me mette sur TikTok. Tu penses? Je voudrais bien avoir un jour ou deux pour... parce que si je m'inscris sur un coin de table ou dans un train, après, je sais pas l'organiser. Il faut que je comprenne. Ouais. Mais j'aimerais bien, oui, c'est là que ça se passe quand même. J'ai l'impression. Ouais. Vous y êtes, vous? Non. J'y suis, mais j'y suis, quoi. Je fais juste avec de présence. Ouais. C'est le futur, il faut essayer de... je pense aussi, ouais. Ok. T'essayes de t'ouvrir à tout. C'est de nouveau le 360. C'est toujours, ça reste... Mais c'est marrant parce que, alors ça, je peux en parler en connaissance de cause. Au début, Charline et Guillaume n'étaient pas friands des vidéos, de l'idée d'être filmés, parce qu'ils estimaient que la radio, c'est un métier de voix. Ils n'ont pas complètement tort. Mais ils ont assez vite compris que ça permettait de gagner tout à fait un autre public et de toucher beaucoup de monde et de ramener des gens à la radio. Du coup, de nouveau, cette idée de on va chercher là pour ramener là. Donc il y a des gens qui pensent qui découvrent en fait sur l'arrière-plan que France Inter c'est une radio, mais ils aiment bien Guillaume Meurice, alors ils écoutent. Puis à un moment, il dit mais vous faites, en fait c'est de la radio en fait. Et donc là, je te jure, il dit encore. Et Paul, à mon avis, ça a dû lui arriver parce que peut-être sa génération est encore moins à écouter la radio. Donc c'est cool aussi pour ça de découvrir. Donc l'image, fatalement, elle s'est ajoutée. On essaye d'en garder quelque chose. Je crois que les gens aiment bien aussi
l'impression que c'est juste une caméra dans un coin, ils peuvent voir un petit peu plus. C'est vrai. L'esprit voyeur un peu. Ouais. Et il n'y a pas besoin, je crois, de se maquiller, de s'habiller, Non, faut garder l'esprit, sinon c'est de la télé. Je crois. Mais jusqu'à quand ça, tu vois, peut-être qu'à un moment, il y aura des super plateaux. Et là, on sera coincé, si tu veux. Il faudra peut-être se maquiller un jour, et peut-être... On parlait tout à l'heure des grosses têtes, t'as vu, là pour le coup, les grosses têtes, c'est quasiment devenu une émission de quasi de télé. Alors ils arrivent toujours pas maquillés et pas coiffés, mais ils ont vraiment des vrais... Ils ont des pupitres, ouais, des machins. Mais ça, je me demande s'ils n'avaient pas déjà à l'époque. Alors s'il n'y avait pas les caméras, mais je me demande s'il n'y avait pas déjà un truc qui tenait du spectacle. Parce que les gens, ils venaient de très loin pour voir le spectacle des grosses têtes. Et t'as envie de t'ouvrir à tout, tu veux, en fait, est-ce que des fois t'as peur de pas arriver à suivre un truc ou de pas être dans le jus ou voilà, comme je te dis de TikTok, si tu veux, si vraiment j'avais peur, ça devrait faire 1 an et demi que je devrais être dessus, si tu veux. Au moment où il y avait eu des pubs sur TikTok à la Coupe du Monde, sur les terrains de foot, des matchs que regarde mon père, j'aurais dû me dire c'est quand même un signe ça. Et donc c'est resté dans un coin de ma tête, je n'ai pas eu le temps et ça m'a pas excité. Mais je vais volontiers, Mais là je reviens du festival de Bordeaux. Et donc je regardais un peu qui sont les gens qui jouaient dans la même salle que moi, donc 1000 places le féminin. Et il y en a un dont je connaissais pas le nom. Et le directeur m'a dit bah écoute, c'est déjà complet, c'est quelqu'un qui fait qui est connu par je crois que c'était YouTube en l'occurrence. Et il a du coup tout un public et il y en a qui sont bons, il y en a qui sont mauvais. Mais pour parler de Roman Duduic, que j'ai rencontré il y a pas longtemps, est très très bon sur scène. Et on m'a dit mais en fait il vient des réseaux. Bah franchement si on me l'a pas dit ça se voit pas. Ouais, c'est un autre moyen de passer. Et tant mieux et super tu vois. Est-ce que vous êtes aussi sur Twitch aussi une émission? Alors ça c'est la radio, ça c'est France Inter qui a voulu justement un petit peu tendre la main vers d'autres technologies pour un peu comprendre aussi. Et donc on a une émission sur Twitch qu'on enregistre comme on parle là nous trois pendant longtemps et puis on fait des coupes et l'émission en radio fait 35 minutes alors qu'on fait presque 1h40 de Twitch. Et donc l'idée c'est qu'il faut dire un truc intelligent sur 3 et donc ça te permet de faire autrement parce que en général tu réfléchis à tout ce que tu dis en radio parce que tu dis bah de toute façon c'est direct donc c'est vrai qu'avec Twitch on peut se lancer sur une anecdote à la mort moelle-neu, un truc con. Et puis si ça finit en autre boudin, c'est pas très très grave en vrai. Plus libre en fait le côté où... Ah tu peux essayer des choses. Ok. Qu'en radio on essaye de baliser au mieux parce que si tu prends 3 minutes pour expliquer un truc et qu'au final personne pige, c'est perdu. Ouais, sur Twitch c'est pas bien grave. C'est vrai que c'est vrai. On va revenir un peu aux bases. On sait que t'as abandonné, t'as pas abandonné mais t'avais des diplômes mais au final c'est pas que ça servait. J'ai pas abandonné mes diplômes. Ils sont toujours dans un classeur. Ils sont là, mais après t'es parti au cours Florent. Ouais. Dans toujours cette idée de rêve et tout, qu'est-ce qui t'a donné envie de changer de voie? J'avais écouté, je lui ai dit l'autre jour d'ailleurs, je lisais des interviews de gens qui faisaient ce métier et Bruno Solo dit j'ai mis 10 ans pour réussir. Alors je dis à ma mère, si je fais ce métier quand même c'est long. Hein. Et puis j'ai lu un autre interview mais peu de temps après. Et c'était Stéphane Guillon qui dit dans ce métier j'ai mis 20 ans pour réussir. J'ai rappelé ma mère, j'ai dit écoute, j'étais peut-être un peu présomptueux, c'est peut-être plus 20. Donc elle m'a dit oulala mon pauvre ami. Et donc j'étais assez, je regardais beaucoup les émissions avec des artistes, j'aime beaucoup mon père aimait ça aussi, il a été chanteur et donc il me parlait souvent de la création, j'aimais bien moi. Je suis un peu fan des artistes. J'ai collectionné les autographes quand j'étais petit. Ah oui, j'avais entendu cette anecdote. J'ai ramené tous mes classeurs. S'il y a une inondation à Paris, c'est le drame. C'est le premier truc que je descends sauver dans ma cave. Et donc ouais, c'était assez marrant. Et ta mère t'obligeait à aller voir les spectacles pour avoir autographe? Et c'est ça, ouais, exactement, t'as bien lu. J'aime bien le dire parce que du coup, je pense que pas mal de mères auraient pris leur fils pour un débile. Et peut-être d'ailleurs l'a-t-elle fait. Et elle me disait, bah écoute, si tu veux l'autographe de Michel Galabru, bah, tu vas voir La femme du boulanger. Je dis, bah trop bien, tu vois, en plus c'est gagnant-gagnant. Moi j'étais hyper content, hein. C'était pas du tout une punition. Donc elle m'offrait le ticket, et donc j'ai vu des super choses. Et c'est mes rêves un peu de vieux, si tu veux. Parce que j'ai vu ce qui est l'équivalent pour la génération d'avant de Au Théâtre ce soir, qui n'existait plus en télé. Mais ces mêmes gens continuent à tourner. J'ai vu sur scène Michel Roux, j'ai vu sur scène Robert Lamoureux. Quelle chance quoi, parce que... Alors évidemment c'est super.
Avec le recul, aussi. Non, même mais sur le moment, tu le sais. Sur le moment, tu te dis c'est trop bien, tu vois, Daniel Secaldi, des trucs Micheline Dax, des trucs comme ça, je suis hyper content. Quand tu arrives au cours Florent, où ils veulent tous plutôt être Mélanie Thierry et Pierre Ninet, enfin en l'occurrence, plutôt les gens d'aujourd'hui, quoi. Et il n'y a que moi qui avait des rêves d'un autre temps. Et donc j'ai trouvé un petit compromis sur des auteurs comme Labiche, qui revenaient un peu, c'est-à-dire que tu pouvais jouer un petit peu en surjeu avec ce truc-là, sans passer... Il y a des comédies de Tchekhov où tu peux y aller. C'est dur d'avoir un autographe de Tchekhov. Alors, j'ai fait un bond qui était un peu tordu, mais même de Labiche, hein, je te dirais. Mais donc sur Fédo aussi, tu vois, là il y avait moyen d'avoir ce que j'aimais moi du théâtre, c'est-à-dire les portes qui claquent, les comédies, Le ciel mon mari, tu vois, que j'avais beaucoup vu. Et puis effectivement, la femme du boulanger, c'est Pagnol, c'est presque une tragédie. Mais j'avais pas les refs. J'avais pas Coltès, j'avais pas Lagarce, qui quand je suis arrivé, je me dis mais qui sont ces gens et donc par contre, ce que je conseillerais à tous les gens qui ont des refs, c'est de ne pas être fermé aux autres refs. Donc ce que j'ai fait, et elle m'a regardé comme si j'étais genre premier de la classe, ce qui n'est jamais arrivé, prof de première année, je dis écoutez, il y a des choses que je sais, des choses que je sais pas, mais faites-moi une liste des auteurs et des pièces que ce serait bien que j'ai lues. Et il m'a fait une liste de Corneille à Lagarce. Et j'étais allé chez Giberjeune à l'époque, acheter des bouquins d'occasion. Et donc j'ai lu, j'ai fait pareil avec les films. J'allais dans les quartiers latins les voir, parce que quand je suis arrivé à Florent, il n'y avait pas aussi facilement le moyen de voir des films sur internet. Et puis c'est quand même super de les voir en salle, donc je payais, c'était pas cher, hein, c'était je sais pas 4 €. Et c'est vrai qu'à Paris on a la chance d'avoir énormément de cinéma, mais qui diffusent des films pas seulement à l'affiche. Oui, il y a pas mal de cinéma. Dans le quartier latin, moi j'ai vu, en fait t'as des cycles, hein, t'as un cycle Raoul Walsh, t'as un cycle, j'ai vu La Nuit du Chasseur, alors que tu sentais qu'il y avait une des trois couleurs qui fonctionnait pas. Donc de temps en temps t'avais une espèce de saut et tout. Ça a son charme au final. Mais à fond, et puis ça te fait une culture, et puis tu sais pas si ça te sert ou pas, mais c'est sûr que ça te sert en fait. Ça te nourrit, et puis après quand tu recraches quelque chose, dans mes chroniques j'essaye parfois de mettre des références, dans mes sketchs aussi, de choses qui m'ont plu, sans essayer de perdre les gens, parce que quand t'as une ref qui te fait plaisir qu'à toi, c'est emmerdant. Quand t'as une ref qui fait un peu plaisir plus large, j'ai parlé de ça, du name dropping avec Vincent Delerme, qui est un fou de name dropping, et il me dit c'est compliqué de mettre un nom propre qui fait plaisir aux gens et que tout le monde sait. Et donc il y a une chanson, il parle des jambes de Gabriela Sabatini. Effectivement, pour ma génération, Gabriela Sabatini, joueuse de tennis argentine, tout le monde connaît Gabriela Sabatini. Et donc c'était chouette de entendre ce nom-là, qui était un peu sorti des idées de la tête des gens. Aux yeux dans l'autocar, tout ce qui reviendra jamais. Les jambes de Merlin Hôtel, je sais pas où sont partis. Les jambes de Sabatini. Quand on fait des refs, il faut toujours un petit peu faire attention à ça, à la façon dont ça va être compris. Et aussi à la façon dont ça va donner envie à des gens de dire mais tiens, qui est Gabriela Sabatini, je vais le taper sur Google et puis je vais découvrir. C'est aussi ça que j'avais fait avec cette liste de livres, qui était de me dire mais en fait, et je pense par exemple Ionesco, je connaissais pas ou très mal, je me suis cogné, je suis allé à la Huchette le voir, et il y a des trucs, je me suis dit mais ça va me correspondre ça. Ça me rappelle un spectacle que j'avais vu quand j'étais jeune, je devais avoir 16 ans, un spectacle de Lucchini. Pareil. Ah ouais, moi tu vois. C'est ma rêve. Moi aussi j'aime trop Lucchini. Mais très jeune en fait. Et pareil, j'ai ce souvenir. À Ramatuelle j'étais. J'y vais cet été, je fais un peu ma promo. Tu fais ton spectacle à Ramatuelle. Oh ok, incroyable. J'adore. Peut-être moyen que tu sois dans le coin. Ce serait trop bien que je vienne te voir. Viens. Avec plaisir. Et peut-être je vais prendre des coussins dans la gueule parce que c'est la tradition. Oui, c'est la tradition de balancer des coussins. Si on a aimé. Oui. Je te le souhaite du coup d'en prendre plein la gueule alors. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que Lucchini balance énormément de rêves sur ce genre de spectacle aussi. Tu sais, il fait des lectures et tout. Et moi à l'époque, c'est peut-être le même spectacle qu'on a vu. Moi je devais être un peu plus âgé que toi. C'était à la Gaîté Montparnasse. Il y avait 400 places, c'était le début de Lucchini.